Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 18 de ce Tour de France, étape qui a été intéressante comme la veille. J'ai envie de dire, il y a eu une belle bagarre dans le Tourmalet. Une belle bagarre, oui, dans le Tourmalet, une belle bagarre à Luzardiden. Dommage qu'il y avait 70 km de plat. Et encore, il y a une belle bagarre également pour prendre l'échappée, donc ça a été une étape assez intéressante. Il y a eu deux belles étapes en fait, on a eu des belles Pyrénées. Je trouve que, et ça permettra peut-être de réfléchir pour certains, c'est pas en empilant les étapes de montagne que ça fait un beau Tour de France. Et cette année, on a eu un plus beau Tour de France que l'année dernière. Et pourtant, avec beaucoup moins d'étapes de montagne, beaucoup moins d'arrivées au sommet. Oui, mais quand les parcours sont faits un peu plus intelligemment, c'est pas encore parfait, on a parfois un parcours intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, réagissez tout simplement. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. On va commencer avant de faire le bilan de cette étape par l'affaire Bahreïn-Victorious, nouvelle affaire, on va dire, de dopage présumé dans le milieu du cyclisme, enquête préliminaire ouverte alors à chaque fois il faut que je le retrouve, par l'OCLAESP, qui veut dire l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement, à la santé publique. Aujourd'hui, c'est plus l'agence antidopage souvent qui fait les enquêtes, c'est cet organisme-là. Alors qui est assez récent, hein, parce qu'à l'époque de Festina, c'était la douane notamment qui avait fait l'affaire Festina. Et ensuite, c'était l'ancêtre de cet office qui avait géré l'affaire Festina. Voilà, du côté de l'affaire Bahreïn-Victorious, bien entendu, c'est pas rassurant. Alors déjà parce que il y a eu des performances, on parlait de Marc Padoun. Colbrelli, qui l'année dernière était un petit peu nulle part, revient cette année en très grande forme. Après qu'il soit bon en montagne, Colbrelli, je vais juste rappeler 2-3 petits trucs. Colbrelli, c'était la première fusée quand il y avait Nibali à Bahreïn-Victorious. C'est juste que l'année dernière, il était nulle part. Ça faisait depuis 2 saisons qu'il était nulle part, Colbrelli, et cette année, il retrouve dans la performance. Plus Marc Padoun, plus Caruso. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup, on va dire. On commence à avoir des doutes. Après, on a le droit d'émettre des doutes sur plein de personnes aussi, hein. Ça veut pas dire qu'il y a des... Voilà, c'est juste c'est même pas un avis, c'est juste émettre des doutes. Oui. Là, donc, enquête préliminaire diligentée par le parquet de Marseille et visée depuis 10 jours. Ça aussi, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas dû au résultat de Colbrelli. C'est une enquête qui date d'avant Colbrelli, donc quasiment de l'étape de Mohoric. C'est important de signaler parce que beaucoup de gens ont dit oui, on savait que Colbrelli et les résultats de Colbrelli. Non, les résultats de Colbrelli, au final, 10 jours, ça remonte à avant les résultats de Colbrelli. Ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est que cet office, dans l'hôtel où était la Bahreïn, il y avait également la Movistar. Donc c'est bien la Bahreïn qui a été visée, vu que la Movistar n'a eu aucune perquisition dans ses chambres, dans son bus. Parce qu'on se souvient que dans les années 2000, il y avait des descentes dans les hôtels, mais on allait voir toutes les équipes qui étaient présentes dans l'hôtel. Là non, on vise la Bahreïn-Victorious. Deuxièmement, ce qui est inquiétant, c'est qu'on mobilise en France pas 50 policiers, surtout un lendemain de 14 juillet pour rien. Enfin, un soir de 14 juillet même pour rien. Donc, il y a des preuves assez... Je pense qu'il y a des preuves aujourd'hui qu'il y a quelque chose chez la Bahreïn-Victorious qui est louche. Parce que, je rappelle, elle était hier le 14 juillet. C'est-à-dire qu'ils ont mobilisé 50 policiers à Pau, grosse ville, que pour perquisitionner la Bahreïn-Victorious. Troisièmement, ils sont venus pour des éléments très précis au niveau de la perquisition. C'est-à-dire que normalement, on perquisitionne plein de choses, notamment Clémence Calvin, ils avaient fait tout l'appartement. C'était déjà cet office-là qui gère l'affaire Clémence Calvin en athlétisme.
Mais on se souvient que dans d'autres affaires de dopage, on perquisitionnait tout. Et notamment, on mettait les chambres un petit peu à sac, on va dire. C'est-à-dire qu'on essayait de trouver vraiment les preuves un peu partout, et notamment les poubelles. Là, il semblerait qu'ils se soient concentrés très clairement sur l'électronique, c'est-à-dire sur les programmes d'entraînement. Ils ont téléchargé tous les programmes d'entraînement des coureurs. Ils ont regardé les chambres des coureurs où ils auraient récupéré énormément de données de certains coureurs. Donc on est vraiment sur une enquête très visée. C'est peut-être pas forcément toute l'équipe Bahrain Victorious qui est en cause, même si je rappelle que le directeur de cette équipe avait été mis en cause dans l'affaire Aderlas. Il n'a pas été suspendu par l'UCI, mais il a été mis en cause dans l'affaire Aderlas, le patron de l'équipe, qui est slovaque. Du côté de l'équipe Bahrain Victorious, donc voilà, on regarde énormément les programmes d'entraînement. Voilà. Plusieurs ordinateurs ont été saisis, c'est-à-dire qu'on cible vraiment là-dessus. Personne n'a été mis en examen après cette perquisition. Ça veut dire également que l'on n'a pas trouvé soit des médicaments, soit du dopage visible, on va dire, facilement. Ça ne veut pas dire qu'à la fin du Tour de France, il n'y aura pas des arrestations dans cette équipe. Très clairement, ça m'inquiète parce que l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique se trompe rarement. Je dirais que la seule fois où il n'y a rien eu, c'est l'affaire Quintana. Au final, sur l'affaire Quintana l'année dernière, il y a eu des perquisitions en fin de Tour de France, ça avait été. Et au final, sur l'affaire Quintana, pour le moment, il n'y a rien eu. Alors l'enquête, je crois, est toujours en cours. Mais bon, une enquête qui dure depuis 1 an au niveau du dopage, on peut avoir des doutes sur qu'elle ne soit pas close bientôt. Là, c'est un peu plus inquiétant parce qu'on sent vraiment que c'était cette équipe-là qui était visée. Et pour finir, cet hôtel de Pau, donc je ne sais plus comment s'appelle, c'est quel hôtel à Pau où ils sont allés. C'est le même hôtel où avait été contrôlé positif Contador en 2010 et c'est l'hôtel où Rasmussen avait quitté la course en 2007. Quoi, Trazam va faire de dopage dans le même hôtel à Pau. Ils pourront le mettre comme ça à l'entrée. Je crois que c'est le Kyriat de Pau. Ils pourront le mettre à l'entrée, ce genre de choses. Bon, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Oui, les affaires de dopage c'est sympa, mais la course c'est quand même beaucoup plus intéressant. On commence du côté du bilan des Bleus avec Ben O'Connor. Ben O'Connor, 4e du classement général ce soir. Encore une fois, O'Connor, à part les premiers jours où il a été en difficulté, mais ralenti par les chutes, même pas en difficulté, on va dire physiquement, il a été ralenti énormément, pris dans les chutes, ralenti dans les chutes. Mais j'ai envie de dire, c'est quand même un Tour de France à la fin de ces 3 semaines où il y aura beaucoup de positifs à en tirer de la part de Ben O'Connor. C'est la première fois il jouait vraiment le classement général d'une course, Ben O'Connor, et les résultats ont été très très bons. 4e ce soir, alors peut-être 5e parce que à la fin de ce Tour de France, parce que Kelderman n'est qu'à 30 secondes. Sur le papier, avant le Tour de France, j'aurais dit que Kelderman est largement meilleur qu'O'Connor sur le contre-la-montre, mais le premier contre-la-montre, Kelderman, c'était pas foufou. Voilà. Alors après, Kelderman, sur un tour, je dirais traditionnel, il serait plutôt entre 6 et 8 au niveau des temps. Parce que je rappelle qu'il est quand même 4e à 8 minutes 18. Les écarts sont quand même assez énormes cette année. Sur ce Tour de France, mais dans cette configuration-là, c'est une très belle 4e place. Il y aura beaucoup de positifs à en tirer. Je rappelle aussi qu'il est très jeune. C'est-à-dire que vous avez Vingegaard, Pogacar, Connor, ça doit être le 3e plus jeune, quasiment de ce top 10. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour Connor. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses qu'il peut travailler, qu'il peut améliorer pour le futur, Ben O'Connor. Mais là encore, il a très très bien suivi. Il craque dans le final, mais il est pas con, il suit Kelderman, donc ça a été une belle journée de sa part, Ben O'Connor. Je continue avec Guillaume Martin. Là encore, journée intéressante de la part de Guillaume Martin, il s'est concentré sur Pello Bilbao, il savait que c'était son adversaire numéro 1 aujourd'hui pour le top 10. Plus même que David Gaudu, car les écarts entre Martin et Gaudu ce matin étaient déjà quand même assez impressionnants. Et Gaudu aurait dû reprendre, je crois que c'était
plus de 3 minutes à Guillaume Martin, 3 ou 4 minutes. J'avais dit hier soir que ça serait quand même compliqué. Bien entendu, la luminosité tombe, donc vous allez me voir tout flou. Mais du côté du Guillaume Martin, belle étape aujourd'hui de la part du Français de la Cofidis. Il a fait une belle journée. Moi, je pense que sur ce type d'étape, il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Pour un mec qui jouait quand même pas le général en début de Tour de France, il se retrouve 8ème. Alors certes, 8ème, là encore, à 12,46. Ah, c'est ça que je voulais voir. Je vais regarder le classement tout de suite de 2020, parce que j'ai plus ça en souvenir. Si, il était à 16,58, 11ème. Donc c'est mieux quand même que pour le moment qu'en 2020 pour lui. Mais ça reste c'est un coureur qui a fait vraiment du bon travail pour le moment. Il est bon, tout simplement. Et ça, je regardais Ben O'Connor, oui, il est quasiment dans les temps de Mikel Landa l'année dernière. Ben O'Connor, il y a 8-18, pardon, non, il est plus dans les temps de Uran, donc qui était 8ème. 8ème, donc ouais, on est plus aux alentours de la 8ème place. Dans un temps de 8 minutes de retard. Non, du côté de Guillaume Martin, c'est 4 minutes de mieux, en sachant qu'il n'a pas joué le général. Alors il y a encore le contre-la-montre, il risque de perdre quand même 2-3 minutes dans l'affaire. Mais oui, c'est un bon Tour de France pour Guillaume Martin, je trouve, pour un Guillaume Martin qui a peut-être été un peu moins complexé que d'habitude, qui a un peu moins réfléchi que d'habitude. Guillaume Martin aussi, hein. Souvent, c'est un mec qui réfléchit beaucoup, et puis tu dis qu'à certains moments, il faudrait débrancher le cerveau, c'est pas mal aussi. Et alors pas tout le temps, hein, parce que Pierre Latour, il faudrait qu'il le branche, le cerveau, de temps en temps. Mais Guillaume Martin, on va encore se faire des amis avec Total Energy, mais du côté de Guillaume Martin, ouais, ça a été plutôt une belle journée, il a été intelligent, il a suivi donc Bilbao, puis après il s'est fait mal. Il s'est fait mal parce que les jambes, j'ai pas l'impression qu'elles étaient exceptionnelles aujourd'hui. Mais il n'a pas paniqué quand Gaudu a attaqué. Non, il a fait preuve d'intelligence, beaucoup de lucidité, de clairvoyance, donc très bien, de la part de Guillaume Martin. Dernier coureur dans ces plus-moins. Avant-dernier coureur, pardon, dans ces plus-moins, c'est Gaudu. Gaudu, j'en parle assez succinctement, même en temps normal, hein, j'en aurais parlé pas énormément. La phrase du jour qui résume bien Gaudu, c'est tout ça pour ça. Ce soir, il est toujours 11ème. Il est toujours loin du top 10, parce qu'il est encore à plus de 3 minutes, un peu moins de 3 minutes du top 10, mais ça reste 3 minutes. Je me suis trompé, à 2 minutes. Plus de 2 minutes du top 10, mais ça reste quand même beaucoup, surtout qu'Uran. Je suis pas sûr qu'il arrive à reprendre 5 minutes à Uran, quoique Uran me semble quand même pas mal cramasse. Et du côté de Gaudu, beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, parce que Madoua, ça n'a pas énormément servi à grand-chose non plus. Il aurait dû rester avec Pierre Latour, sauf que le problème c'est que Pierre Latour descend comme une brêle. Là aussi, il va falloir faire quelque chose, quoi. On peut pas être coureur professionnel et descendre aussi mal. C'est incroyable, Pierre Latour. Mais bon, quand tu vois son niveau en 2018 et quand tu vois son niveau aujourd'hui, tu te dis, à un moment, il y a une couille dans le potage quand même. Du côté de David Gaudu, oui, pas. En fait, au final, c'est le résultat de sa journée est moyenne. Il y a eu beaucoup d'énergie dépensée pour un résultat d'un point de vue comptable qui est quasiment nul. Donc c'est vrai que c'est pas top. Alors, il a animé la course, ça c'est bien. Enfin, pour moi, c'est une bonne chose, mais en même temps, le résultat à la fin, il est pas exceptionnel. Et puis, 11e ou 10e du classement général à plus d'un quart d'heure, je dirais que même s'il est dans le top 10 de ce Tour de France, ça aura une signification pas exceptionnelle parce que c'est énorme comme écart, quoi. L'année dernière, à 18,42, l'écart qu'il a aujourd'hui, 18 minutes 42, tu étais derrière Valverde, donc tu étais 13e. Voilà. Donc c'est pas fou, en sachant qu'il y a encore le contre-la-montre, donc il sera quasiment dans les temps du Carapaz. Et déjà l'année dernière, il y avait eu des écarts. Si on prend le Tour 2019,
Oui, bah, c'était aux alentours de Guillaume Martin, 22 minutes, Guillaume Martin. Donc, il y avait un gros écart entre le 11e Richie Porte et le 12e Guillaume Martin. Mais c'est quand même des écarts qui je trouve sont incroyables et je suis pas sûr que ça reste dans les annales, le Tour de David Gaudu. Il y aura beaucoup de choses à dire et contrairement à Bonnecanard où j'avais dit il y a beaucoup de choses en positif, là il y aura pas mal de choses en négatif. Je pense qu'il n'avait pas les mêmes jambes qu'à certains moments de la saison, notamment autour du Pays Basque où il était très en forme sur les classiques ardennaises. La préparation donc n'a pas été foncièrement optimum. Le contre-la-montre, il a perdu quand même un petit peu de temps. Et puis surtout, il y a eu ces 2 jours sans. Il faudra comprendre. On nous dit qu'il a été malade. Moi, je pense que c'est surtout qu'il a eu du mal avec les fortes chaleurs. Et il faudra comprendre pourquoi. Et c'est vrai que la Groupama sur ce Tour de France a quand même été un petit peu la soupe à la grimace. Et puis je termine avec Quintana. Dommage au niveau du maillot à poil, il aurait fallu suivre. Enfin, il a tenté de suivre. Il a pas mal couru sur ce Tour de France, Quintana. Il avait juste pas les jambes. Physiquement, ça n'a pas répondu. Et ça, c'est un petit peu dommageable. Attaque de Marlou! On passe aux coureurs au top. Je vais aller assez vite sur les coureurs au top ce soir. Parce que c'est un petit peu la même chose qu'hier. Pogačar. Pas grand chose à dire sur Pogačar. Il a très très bien manœuvré. Encore, comme hier. Il était fort mais sans avoir une marge de sécurité comme il pouvait l'avoir lors des Alpes. Il a juste été très fort dans sa manière de manœuvrer en course. Et ça j'ai vraiment bien apprécié, c'est-à-dire qu'il a laissé faire Sepkus, il a laissé faire en fait les autres équipes et lui s'est contenté de sortir dans le final et avec un peu plus de fraîcheur il est passé devant. Moi j'ai trouvé que c'était bien fait de sa part. Parce qu'il était pas une jambe. Alors, il était mieux qu'hier, mais il n'était pas non plus une jambe au-dessus de tout le monde, quoi. Comme on avait pu le voir sur les Alpes où c'était impressionnant presque de facilité. Hier, c'était dur. Aujourd'hui, c'était un peu moins dur pour lui, mais ça reste une fin de Tour de France où il y aura quand même des enseignements peut-être à tirer du côté de Pogačar sur la manière dont il a tenu les 3 semaines. Il y aura peut-être des choses à retravailler légèrement, parce qu'il avait plutôt, sur sa Vuelta et sur son Tour de France, plutôt très bien fini, alors que là, ça a été un peu plus compliqué. Peut-être aussi que la pression de la course, il a pris le maillot quand même assez vite, dès le 2e samedi, donc c'était quand même tôt. Ça a peut-être joué sur sa récupération, cette pression médiatique qu'il y a eu un petit peu tous les jours. Même si l'année dernière, il avait été sur le podium assez tôt aussi avec le maillot blanc, mais c'est pas la même chose le maillot blanc que le maillot jaune au niveau de l'intensité médiatique derrière. Je continue avec Vingegaard. Pareil, Vingegaard, ça m'étonnerait que Carapaz le redépasse pour le podium, on va dire. De toute manière, même une 3e place, c'est excellent pour Vingegaard. Il a montré encore de la clairvoyance, c'est un coureur qui sait se battre. Très belle capacité également de récupération et belle fraîcheur physique, j'ai l'impression, au bout de 2 semaines et demie de Tour de France. Pour un coureur qui en plus techniquement ne devait pas être le leader de l'équipe. C'est bien. C'est, je pense, la révélation de la saison, comme Vingegaard. Un peu comme l'année dernière, Mark Hirschi. C'est le coureur qui a eu la plus grande progression en termes de niveau, je pense, cette année. Et très belle perf, 5,45. Lui, il est à sa place, je trouve, Vingegaard, très clairement. Autant Carapaz, je me dis qu'en termes de préparation, là aussi, du côté de chez Ineos, il y a eu des erreurs. Autant du côté de Vingegaard, c'est plutôt très bien. Je poursuis avec Enric Mas. Belle étape aujourd'hui d'Enric Mas. Moi qui pourtant hier j'avais des doutes sur lui et Lutsenko pour le top 10. Un peu Uran. Je me disais, Uran, il va peut-être réussir à se refaire la cerise. Il a de l'expérience. Alors qu'Enric Mas et Lutsenko, surtout Lutsenko sur les courses de 3 semaines, n'a pas énormément d'expérience. Et pourtant, c'est Uran qui reste dans le top 10, mais vraiment en bordure du top 10. Et Mas, belle étape, c'est intéressant pour Enric Mas, parce que c'est un coureur. J'ai souvent critiqué ses fins de grand tour, notamment la Vuelta l'année dernière. La dernière semaine avait été très compliquée pour Enric Mas. Je critique Enric Mas sur 2 aspects.
sa capacité à finir les grands tours et le contre-la-montre. Alors sur le contre-la-montre, il y a encore du déficit. Par contre, sur sa capacité à finir ce Tour de France, je trouve qu'il y a du mieux et il y aura des choses de positives à en tirer par rapport à ce qu'il a fait sur cette troisième semaine et sur les choses qu'il a mis en place peut-être dans l'entraînement, dans la préparation de ce Tour de France. Il y a des choses vraiment très intéressantes pour lui. 2 flops aujourd'hui. Premièrement, Uran, 16-25. Aujourd'hui, il a perdu Rigoberto beaucoup de temps. 6 places. Ça confirme le fait qu'Uran il est plus très frais quand même au niveau carrière. Voilà, il finit 43e aujourd'hui à 8,58 et il s'en sort bien. Heureusement que les écarts étaient énormes. Du côté d'Uran, de toute manière, 34 ans aussi, c'est plus un coureur qui est extrêmement jeune. Et on s'aperçoit que 34-35 ans, c'est le début des difficultés, on va dire, pour avoir un rôle encore important pour le classement général. On le voit avec Nibali, on le voit avec Fuglsang aussi, avec Mollema. C'est très compliqué ensuite de jouer encore le classement général à ces âges-là, parce qu'au niveau de la récupération, on est moins bon. Parce qu'on finit plus difficilement ses grands tours. Et là, Uran, c'est... Déjà l'année dernière, il avait eu un coup de moins bien sur le Tour de France, ce qui fait qu'il avait fini, en 2020, il avait fini 8e. Mais il avait eu un gros coup de moins bien, c'était le col de la Lose, je crois, où il avait eu du mal sur cette étape-là. Et là, c'est un peu bis repetita, quoi. Une fin de Tour de France pas excellente pour lui. Et bon, il y a les Jeux Olympiques derrière, la Vuelta. La Vuelta, je pense qu'il aura l'envie de bien faire sur cette Vuelta, parce que c'est un peu le seul grand tour qui lui résiste. Les Jeux Olympiques, il y participe. Après, ça sera, je suis pas sûr, dans un rôle de leader. Il faudra voir avec l'état de forme d'Egan Bernal lors du 24 juillet. Mais ça a été un Tour de France compliqué quand même. Cette fin de Tour de France est compliquée, je trouve, pour lui. Et puis le maillot à poids, pour finir, deuxième flop. J'aimais tellement, moi, le principe du maillot à poids avant. Où on donnait des points à un bon baroudeur. Aujourd'hui, ça fait quand même depuis de nombreuses années qu'il faut être bien au général pour gagner le maillot à poids. Bon, là, Pogacar, s'il finit la course, aura le maillot à poids parce qu'il reste 2 points à distribuer. Donc, vu qu'il en a quasiment 20 d'avance, ça va être compliqué d'aller les chercher. Quand on a du mal à trouver des mecs pour aller dans des échappées, c'est aussi à cause de ça. Alors, je trouve que le barème de points est pas bon aujourd'hui. C'est-à-dire que les hors-catégories et les premières catégories sont trop bonifiées par rapport aux deuxième, troisième catégories. Et le système précédent, je trouve le système 2012, le système Anthony Charteau, je vais l'appeler comme ça, marchait bien mieux. Et ça permettait d'avoir des belles échappées sur les étapes de plat. Aujourd'hui, sur les étapes de plat, il n'y a plus personne qui part en échappée parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Et pour relancer... Alors encore cette année, on a eu des échappées qui ont mis du temps à partir. Mais pour relancer l'intérêt des débuts de course, je pense que le maillot à poids, le classement du maillot à poids, ou aussi le classement du maillot vert, peut-être mettre plus de sprint intermédiaire sur une étape, ça pourrait être pas mal. Pour arrêter avec ce cycliste qui est parfois... on a parfois du mal à avoir un cyclisme de panache, d'attaque, qui nous surprenne en tant que suiveurs. Il faut peut-être aussi que les organisateurs se bougent un petit peu les fesses pour réfléchir à certaines choses. Cela, très clairement, ça donne pas envie d'aller chercher le maillot à poids, parce que quand il y a un peu de bagarre au niveau du maillot à poids, tu sais que c'est quelqu'un qui joue le général qui va le remporter. Je trouve ça un peu triste. J'aurais préféré que ce soit plutôt Pouls, Van Aert ou Quintana qui le gagne, plutôt que Pogacar, qui en plus n'a joué ce classement, enfin n'a pas vraiment joué ce classement-là. C'est juste qu'il a fait 2 étapes en tête, quoi. Ça s'est joué sur 2 étapes. C'est un peu triste pour ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.